Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce chat TV de l'EM Strasbourg Business School, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Didier Verly, qui est responsable du programme Bachelor donc, de l'EM Strasbourg Business School, et Lisa Verlet, qui est étudiante en première année du Bachelor Affaires internationales. Donc bonjour à tous les deux. Bonsoir. Donc si vous êtes prêts, vu qu'il y a beaucoup de questions qui attendent une réponse, on va tout de suite en prendre une. Ce sera celle d'Alix. Quels sont les atouts de votre école? Déjà le côté international, d'où le nom du Bachelor Affaires internationales. Et puis les valeurs. Les valeurs, c'est, on le verra plusieurs fois, c'est la diversité, l'éthique et le développement durable, les valeurs de l'école qui sont au centre de ses préoccupations. Ce qui est important, c'est que quand on parle de ces atouts, c'est le côté mise en pratique. Quand on parle d'international, c'est des étudiants que j'envoie à l'étranger 3 mois en première année, qui peuvent partir en 3e année en échange universitaire 1 an ou un semestre. Les valeurs, ce sont des choses qui se mettent en pratique. Les étudiants sont effectivement invités à participer à différents ateliers de sensibilisation, mais ils sont eux-mêmes animateurs, acteurs de ces ateliers. Donc c'est vraiment important de percevoir dans ce bachelor l'importance de la mise en pratique. Très bien. Alors une autre question, ce sera celle de Wo. Est-ce que c'est possible de partir 1 an à l'étranger en échange Erasmus? Oui. Alors, c'est vrai que je l'évoquais déjà auparavant sur l'international. Vous êtes parti dès la première année. 3 mois. 3 mois sur un des 8 centres universitaires pour parfaire le niveau d'anglais. Et j'ai une quinzaine d'universités partenaires qui permettent effectivement à nos étudiants de partir. Alors, ils partent majoritairement un semestre parce que souvent, le dernier semestre de la 3e année, ça rentre dans leur projet personnel, la préparation, ce qu'ils font après en Bac+5, voire pour quelques-uns d'entre eux, de l'insertion professionnelle. Mais c'est effectivement possible et on verra en fonction de son projet personnel comment est-ce qu'il va monter effectivement son départ à l'étranger pendant un an. D'accord. Alors, quel niveau d'anglais est requis? Il n'y a pas de précision, mais enfin, on imagine que c'est pour l'école. C'est une question de Benjamin. Alors, le niveau d'anglais requis, je n'ai pas de barre minimale, si ce n'est que j'accueille les étudiants qui, au final, sont admis à notre école. Et il se trouve que certains d'entre eux ont des niveaux d'anglais plus faibles que d'autres. Et c'est bien pour ça que ce qu'évoquait Lisa, la première année, je les envoie 3 mois sur un séjour linguistique, soit dans les îles britanniques, Angleterre, Écosse, Irlande, ou aux États-Unis, pour m'assurer qu'ils aient effectivement un niveau minimal d'anglais à l'issue de ces 3 mois et poursuivre leur parcours en anglais dans notre école. D'accord, mais pas de niveau minimal requis pour intégrer l'école. Ils se construisent. À partir du moment où on a le concours, on est bienvenu. Alors, on reste sur la question de l'international avec Marc Belloncle. Donc, sa question, c'est: votre école propose-t-elle des moyens de se rapprocher de l'Allemagne? Double diplôme, stage en Allemagne, etc. Alors, l'Allemagne, elle est à combien de kilomètres de chez nous? Pas loin. On est vraiment tout proche. Tout proche, oui. Oui, en 3e année, il y a un double diplôme possible. Il y a un double diplôme parmi 4 partenaires allemands, parmi la quinzaine de partenaires que nous avons. Il y a effectivement l'un qui nous permet de faire un double diplôme et d'autres sur des échanges de 1 ou 2 semestres entre Dortmund, Furtwangen, Pforzheim, pour citer ces 3, et aussi Villingen-Schwenningen. D'accord. Alors, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais donc question de QT, les doubles diplômes, est-ce que c'est possible en bachelor? C'est possible. Je n'en ai qu'un dans mon parcours. Je vais aussi le contextualiser dans la mesure où la plupart de nos étudiants, les 4/5e d'entre eux, continuent sur un master et pour la plupart dans un programme grande école où ils vont encore avoir d'autres opportunités de mener des doubles diplômes à Bac+5. Je n'aurais peut-être pas le même discours si je franchissais la frontière et si j'avais un poste dans une université partenaire, parce que du côté Allemagne, il est important pour eux d'avoir effectivement une formation à Bac+3 et de faire de l'insertion professionnelle sur la base de leur Bac+3. J'ai pour l'instant très peu d'étudiants français qui font cela au bout du Bac+3. Mais c'est envisageable. Ah, totalement. D'accord. Alors, l'alternance ou l'apprentissage sont-ils possibles? Question de Elliot. Aujourd'hui, non. Notre diplôme n'est pas construit pour permettre effectivement l'alternance, et cela fait partie de nos projets. Très bien. Alors, Bérangère J, peut-on faire une année de césure? Oui. Ah oui. Oui, entre la 2e et la 3e année, on peut totalement partir. On peut faire un stage de 6 mois
toujours tutoré par Toujours tutoré par l'école. l'école, oui. Et voilà, mais bon, après, il y a un rapport à rendre. L'ensemble est dans un programme de cette année professionnalisante où il y a bien sûr cette partie professionnalisation de 6 mois qu'évoquait Lisa, mais on peut y inclure d'autres éléments probants qui peuvent par exemple s'investir dans une association humanitaire, se positionner sur un ensemble de projets personnels qui vont compléter cette année professionnalisante. Alors, vous l'évoquiez entre la 2e et la 3e année, j'ai aussi permis le report de diplôme pour que des étudiants qui, dans leur projet à Bac+5, se posent des questions sur quel Bac+5 mener, dans quel secteur, finance, marketing, peuvent aussi prendre une année pour se construire une expérience dans le métier ou le pays dans lequel ils voudraient effectivement expérimenter ce que peut être leur projet professionnel à venir. Parfait. Alors, y a-t-il des aides financières pour le séjour à l'étranger? Demande Camille. Oui, on a des bourses. Bourses de mobilité. Voilà, des bourses de mobilité provenant surtout des entreprises. On a un ensemble d'entreprises qui nous soutiennent dans notre action pédagogique, et en particulier sur ce qui touche à la mobilité internationale. Et que ce soit le départ en première année, que ce soit le départ en 3e année en échange universitaire, les étudiants ont la possibilité effectivement de solliciter des bourses de mobilité, au-delà de ce qui est aussi préparé, présenté par la région Alsace ou par d'autres organismes qui soutiennent le départ de nos étudiants à l'étranger. D'accord. Alors, une question de Mokhtar. Un cursus intégralement en allemand dès la première année, est-ce que c'est faisable ou pas? Alors, pas chez nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cursus intégralement en allemand. Ce que nous proposons, c'est déjà une trentaine d'heures de cours en 2e année sur tout ce qui peut toucher au management interculturel dans le contexte germanique ou anglophone. Et cette année, on va introduire également l'espagnol, le monde hispanique dans ce cursus-là. Ça fait partie de ce qui peut être la construction d'un ensemble de parcours internationaux, de pouvoir effectivement avoir ces parcours en espagnol, en allemand, comme je l'ai actuellement en anglais. Voilà. C'est des choses qui se construisent, et puis notre école est toujours en construction, et ça fait partie effectivement de nos pistes aussi de développement. D'accord. Alors, combien de stages y a-t-il tout au long du cursus? C'est une question d'Amandine. Alors, il faut 7 mois de stage en tout sur les 3 ans au minimum. C'est 1 mois la première année, 2 mois la 3e année, et 1 mois en plus à faire sur les 3 ans. Alors on a les stages, mais on essaie aussi de valoriser toutes les missions professionnalisantes, que ce soit certains jobs que font nos étudiants au courant de leur cursus, voire le travail qu'ils mettent en œuvre dans leurs projets, et en particulier tout ce qui touche aux projets admissibles, lorsque nos étudiants, et je crois que vous faites partie de l'équipe admissible aussi, non? Pas cette année. Pas cette année. Pour effectivement accueillir les étudiants lors des épreuves orales qui vont bientôt avoir lieu la semaine prochaine. Alors, une question pour vous, Lisa, de Liam. Est-ce que tu as déjà un projet professionnel et est-ce que tu sais ce que tu vas faire après le bachelor? Alors moi, j'aimerais bien travailler dans le luxe, voilà, dans le management du luxe, à l'international, bien évidemment. Et puis bon, j'ai pas forcément d'idée, comme beaucoup d'étudiants qui arrivent dans les bachelors, ils n'ont pas forcément une idée très précise de ce qu'ils veulent faire, mais c'est le but aussi, c'est de nous former plutôt généralement, et après, nous, on trouve nous-mêmes notre voie via les stages, via différentes fonctions professionnalisantes. Oui, on a aussi mis l'accent sur le fait qu'un de nos axes pédagogiques, c'est le développement personnel et professionnel. Et là, Lisa croise des intervenants, consultants du monde RH, qui l'aident aussi, et sur les 3 ans, à construire le projet professionnel. D'accord, donc un projet encore en construction, exactement, on va dire. Alors, quelle vision ont les entreprises de votre école? Pour ce que vous en savez, c'est une question d'Alicia. Alors ce qu'on fait, on a tout un travail de suivi de nos étudiants dans les périodes de stage. Donc il y a déjà tout ce travail où les donneurs de stage, que ce sont les maîtres de stage, évaluent la posture professionnelle de nos étudiants. Après, il y a aussi très concrètement l'interaction que nous avons avec ces entreprises. Je l'évoquais déjà sur les bourses de mobilité. On a une structure associative d'entreprises qui soutiennent l'école qui est KMS Strasbourg partenaire. Mais on a aussi un grand nombre d'intervenants qui viennent du monde professionnel pour intervenir dans leur parcours. Et les uns et les autres nous donnent effectivement des échos très appliqués de ce qu'elles savent mettre en œuvre nos étudiants. Sur 2 des dernières années professionnalisantes, appelant les maîtres de stage au bout de 3 semaines, la réponse est: vos étudiants maîtrisent les outils qu'on leur a mis à disposition pour gérer telle et telle équipe commerciale du Rhône-Alpes, pour gérer la mise en œuvre d'un stand de communication au niveau de la Fashion Week. Il y a des éléments comme ça très factuels
de mise en œuvre que les entreprises qui donnent des stages à nos étudiants mettent en avant quand ils vous rencontrent effectivement nos jeunes. Alors j'espère que Lisa, pour votre parcours, vous allez effectivement nous faire les mêmes échos par vos donneurs d'ordre dans le luxe, si j'ai bien entendu. Espérons. D'accord, donc pour répondre à la question d'Alicia, quelle vision les entreprises ont de votre école? Plutôt une très bonne C'est une bonne vision image. d'étudiants qui savent une fois de plus mettre en œuvre les outils dont les mêmes professionnels ou même type de professionnels leur mettent à disposition dans leurs cours. J'ai dans mon bureau un support PLV monté par les étudiants de première année de l'an dernier, fait par le responsable du cours de communication qui a effectivement une agence de com et qui a effectivement fait développer son cahier des charges par équipe ce support de publicité sur les ventes de PLV. Voilà, très concrètement, ils savent ce que veut dire répondre à un cahier des charges de ce type-là. Parce qu'en travaux dirigés, ils auront mené ça sous la conduite d'un professionnel. D'accord. Alors, une question de David. Avec la crise de l'emploi chez les jeunes, comment votre école aide-t-elle les étudiants à trouver du travail après l'obtention de leur diplôme? Alors déjà, on a pour les petits jobs, le travail à temps partiel en dehors des cours, on a Job Service qui peut nous aider à trouver un emploi à temps partiel en plus des cours ou l'été. Et puis, il y a tout ce que vous faites sur Job Teaser aussi. Enfin, vous allez découvrir, c'est vrai qu'en première année, vous commencez à découvrir les différents services du service relations entreprises vis-à-vis de votre parcours professionnel. Donc on a ce service relations entreprises qui est en place pour justement servir d'interface, mais aussi d'apporter les bonnes pratiques dans la relation à l'entreprise, dans la recherche de stage et la recherche d'emploi. Mais il faut être clair aussi, aujourd'hui la recherche d'emploi pour un bac+3 en France, et en particulier nos bachelors qui sortent de Strasbourg, ça concerne un étudiant sur 5 au grand maximum. Je le répète, nos étudiants sont plutôt dans un projet à mener un bac+5 le plus rapidement possible, même s'il y a quelques frémissements à mettre des années professionnalisantes qui augmentent leur expérience avant d'arriver à la fin de leur parcours. Alors, question pour Lisa, encore de Sacha. Est-ce que tu peux nous parler de la vie étudiante à l'EM Strasbourg? Elle est vive, hein. Il y a beaucoup d'associations. Le bachelor a son propre BDE qu'on vient d'élire. Il y a eu des campagnes. La campagne au retour de votre séjour linguistique. Au retour du séjour linguistique. Le mois d'avril a été un peu chaud. Voilà, très très chaud. On a eu deux listes qui se sont battues jusqu'au bout pour réussir. On a beaucoup de soirées, mais bon, voilà, tout est encadré pour que ce soit... Deux listes dans une belle convivialité. J'ai puis poster une photo, les deux listes, vaincus et vainqueurs, se sont retrouvés à la tribune pour clore les votes. Bon, voilà. Puis je m'apprête à travailler avec la nouvelle liste qui est fraîchement élue. Donc vous n'en faites pas partie? Non. Alors, combien y a-t-il d'élèves dans l'école? Question de Hugo. Et est-ce une école à taille humaine? Je pense que Hugo a dû voir un peu de notre communication sur le sujet parce que c'est effectivement une volonté. On parle de taille humaine. Notre campus, aujourd'hui, on est au LEM Strasbourg, c'est 3000 étudiants et on est sur un trend, sur une tendance à être à 4000 étudiants. Des locaux qui vont se construire, un agencement qui nous permet effectivement de grandir dans cette relative progression à 4000 étudiants. Ce sont 5 programmes qui accueillent effectivement ces 3000 étudiants. La grande majorité dans le programme Grande École, nous suivons avec le programme Bachelor et un programme de Master universitaire aussi. J'ai le plaisir à dire à nos étudiants qu'on a un campus où, je le dis quand je vous reçois au moment des épreuves ou sur les stands d'orientation, je vous accueille du bac jusqu'à peut-être votre retraite parce qu'on a cette capacité comme composante de l'université à effectivement vous former de bac à bac+8, de faire de la formation continue tout au long de votre parcours. C'est toute cette population qui fait ces 3000 étudiants aujourd'hui, demain 4000. Donc à taille humaine, effectivement. Très bien. Alors, combien d'heures de cours on a en moyenne par semaine, demande Fatia? Une vingtaine peut-être? Une vingtaine, oui. Une vingtaine. En moyenne, on est une vingtaine, donc c'est la perception que vous avez. Mon côté un peu calculateur et gestionnaire de tout cela fait qu'on a effectivement une moyenne sur l'ensemble de vos semaines de cours d'une vingtaine d'heures, mais qui sont avec des pics de journée à plus d'heures, des fins de semaine qui peuvent être plus légers que d'autres, parce que justement on a aussi ces intervenants professionnels qui, en fonction de leur agenda, on adapte aussi votre parcours à ce que ces professionnels puissent être disponibles pour vous. Donc, ce n'est pas 20 heures contractuellement chaque semaine à la minute près. Voilà, et puis ce qui est aussi bien, c'est qu'on a un emploi du temps qui change tout le temps et qui nous permet de mener des projets pour l'école et puis pour des projets personnels en dehors de notre emploi du temps. Cette vingtaine d'heures, c'est fait pour cela aussi. Et
et là encore, avec le regard du gestionnaire, c'est de voir comment des équipes étudiantes qui exploitent le temps libre pour construire leurs projets ont des performances, ont une réalité pédagogique différente de ceux dont peut-être même les parents nous disent « mais il est tout le temps à la maison ». Non, ça veut bien dire qu'il n'a peut-être pas tout à fait compris tout ce qu'il est possible de faire en collaboratif, en équipe, pour construire les projets et comment la pédagogie passe par ce type de construction en mode projet. Très bien. Alors, question vie pratique, question logement de Diego. Se loger à Strasbourg, est-ce que c'est pas trop un casse-tête? Peut-on trouver des logements à un prix abordable? Alors la perception qu'on en a, oui, avec une capacité de proximité parce qu'on est positionné à côté du campus universitaire avec de nombreuses résidences universitaires, mais aussi un marché de l'immobilier sur Strasbourg qui permet d'accéder à des studios. Alors, bien entendu, le centre-ville reste d'un prix assez conséquent, mais dès qu'on accepte de se positionner vis-à-vis du réseau de tram à 10, 15, 20 minutes en tram, on trouve de belles opportunités à se loger. D'accord, vous confirmez? Oui, je confirme. Alors, question de A. Vous formez au marketing ou au management, mais le bachelor forme-t-il au métier de la vente, qui sont aujourd'hui primordiaux pour intégrer plus facilement le monde professionnel? Oui, on a des cours de technique de vente, par exemple. Ça, on a démarré la première année. Alors, la notion de technique de vente, les notions de commerciaux, je sensibiliserai notre interlocuteur sur le fil rouge de nos stages. On a évoqué les 7 mois. Je demande à nos étudiants de découvrir ce qu'est la relation client en première année, d'y être impliqué en deuxième année et d'y rajouter un volet international en troisième année. Bien sûr, plus il y a affinité, le plus tôt ils augmentent leur expérience sur le sujet, mais le maître mot, c'est la gestion de la relation client et comment l'étudiant s'y implique. Donc il y a ce stage qui professionnalise cette relation client, mais il y a aussi tout cet aspect effectivement de technique de vente. Ce sont des cours en négociation aussi qui sont à raccrocher au domaine sur le sujet effectivement de la relation commerciale ou contractuelle que peut effectivement vouloir un étudiant trouver chez nous. Non, effectivement, je comprends, je le soutiens sur l'importance commerciale. Puis ne suis-je pas aussi aujourd'hui dans une relation de vente et à parler dans un sujet où effectivement on est toujours dans cette action de pouvoir vis-à-vis de l'autre, lui proposer ce qu'on a de mieux et lui découvrir chez nous qu'on répond à son besoin. Alors, on a deux questions qui se rejoignent. Une question de Clément. Que faire après le bachelor? Pourrais-je essayer d'intégrer une grande école de commerce? Et question de Marc. Quels sont les masters envisageables après votre bachelor? Donc on est dans l'après là. L'EM, c'est déjà une grande école de commerce, oui. J'ai envie de dire. Après, on peut aller en PGE, on peut faire... Voilà. Programme grande école. Oui, programme grande école, faire concours passerelle. Toutes ces pistes, c'est un peu ce que j'évoquais auparavant. 4/5e de nos étudiants continuent en formation Bac+5. Alors les 3/4 d'entre eux se retrouvent dans une grande école, à faire un programme grande école, à rentrer même schéma que passerelle 2, pour effectivement faire la 2e et la 3e année d'un programme grande école, les années équivalentes master, et comme chez nous, avoir leur grade master grande école. Mais j'ai des étudiants qui sont à Madrid, qui sont en Allemagne, j'ai une étudiante qui vient de voir valider son entrée au King's College. On a des choses comme celle-là qui nous font plaisir à voir comment le contenu de ce que l'on met en place dans un bachelor, d'une composante de l'université, peut être valorisé effectivement dans le contexte des grandes écoles, dans le contexte d'autres écoles supérieures de commerce, en national ou à l'international. D'accord. Alors, que veut dire votre signature Be Distinctive? Question de Sarah. Ça veut dire soyez différent. Être différent, c'est bien, c'est être soi-même vraiment. Et voilà, c'est essayer de se démarquer des autres par tous les moyens, parce que voilà, être formaté, ça sert à rien, il faut pas. Nous serons distinctifs, nous serons cohérents avec notre motto ici, si nos étudiants le sont, si nos étudiants comprennent dans quelle mesure les différents ingrédients qu'ils trouvent chez nous, ça leur permet d'avoir un profil différent, se distinguer. Alors, dans d'autres domaines, en entrepreneuriat, on parlera d'innovant, il faut savoir effectivement présenter sa différence dans un contexte. Le marché, ce sera le marché de l'emploi. Et avoir passé 3 mois
à San Diego pour son séjour linguistique ou à Édimbourg, c'est des éléments qui peuvent être pertinents par rapport à votre projet. J'ai un étudiant qui a demandé à être en séjour linguistique à Londres parce qu'il avait déjà lui aussi un projet lié à la mode et il voulait être là-bas pendant les Fashion Week londoniennes plutôt que de se retrouver sur les plages de Floride ou dans le nord d'Édimbourg. Tout ça, ça rentre dans ces constructions de projets et c'est comme ça qu'on se distingue. Les stages, faites tous les stages que vous avez envie de faire pour montrer que vous avez effectivement quelque chose de différent dans votre parcours. On vous donne de l'espace. Vous parlez de 7 mois, mais en fait, on pourrait arriver jusqu'à un an et demi de stage si on ne faisait que toutes les périodes offertes, voire encore les doubler si on prend les années professionnelles. Tout ça, ce sont des éléments de différenciation. Si vous êtes différente, nous, on sera cohérent avec notre bidistinctif. Alors, à quelles questions il faut se préparer pour l'oral? C'est Étienne. Déjà, les valeurs de l'école, c'est vraiment un élément clé. Voilà, faut les connaître. Je les redis, éthique, diversité, développement durable, c'est super important. Voilà, des questions sur notre passion, parce que l'oral de l'EM Strasbourg, c'est la passion, c'est vraiment bidistinctif, c'est soyez-vous, montrez ce que vous aimez. Voilà. Alors, Elisa parle effectivement de cet aspect des valeurs. Ça veut aussi dire qu'en tant que jury, un étudiant qui nous présente un projet et dans sa compréhension, dans son projet qui peut être un projet associatif, ça peut être du sport, ça peut être une passion photo, ce qu'il va exprimer, il va forcément nous parler de lui autrement que si on lisait un CV. Il va parler de lui avec des éléments qu'on va peut-être ressentir en cohérence avec justement cette expression des valeurs. Est-ce qu'on perçoit chez lui un étudiant responsable, un futur manager responsable? J'entendais Lisa reprendre une partie de notre vision de l'école auparavant en démarrant. Ça se passe au niveau de l'entretien. Et ce n'est pas qu'en lisant un CV qu'on va y arriver. Il faut que le candidat nous raconte qui il est. Et ça, on le ressentira. Et on le ressentira aussi parce qu'on percevra des valeurs. On a mis en avant 3 valeurs importantes, mais c'est l'ensemble de ce qui peut effectivement parler d'une posture responsable dans le contexte, dans ses interactions. Comment est-ce qu'il va interagir avec les autres étudiants, avec nous les enseignants, avec l'administration. Il y a un ensemble d'éléments qui vont sur ce dialogue de ce qu'on peut attendre sur les devoirs dans la posture d'un étudiant et de futur manager demain. D'accord. Alors, question pour Lisa, j'imagine, d'Adrien. Combien d'euros avais-tu passé et comment as-tu su que c'était cette école que tu voulais? Alors, j'en ai passé 2 parce que je savais à peu près déjà ceux que je voulais. Comment j'ai su? J'y suis allée, tout simplement. J'ai passé Grenoble aussi. J'y suis allée, j'ai rencontré à Strasbourg les étudiants, les admissibles. Ils avaient organisé quelque chose de vraiment, vraiment bien. Ça s'appelait l'EM Chamboule-Tout. Il y avait pas mal de choses. On était vraiment bien accompagnés, bien accueillis. Ils nous ont vraiment déstressés avant l'oral et ça, j'ai vraiment apprécié. Et l'autre oral, il s'est bien passé aussi, mais après, j'avais pas le même feeling, le même sentiment, la même ambiance. Il n'y avait vraiment pas la même ambiance. Et voilà, donc l'EM Strasbourg m'a séduit. Voilà. D'accord. Vous n'êtes pas de la région? Si, moi je suis voilà, donc il y a peut-être une attache voilà, il y a les deux, régionale, voilà, plein de choses qui ont joué. Et l'oral, alors j'imagine que c'est encore pour vous, était-il une épreuve que vous appréhendiez? Question de Valentin Westermeyer. Alors moi pas tellement, mais moi je suis un peu habituée, j'ai fait du théâtre avant, donc voilà, à l'aise, je suis un peu à l'aise, je suis plutôt extravertie, mais après vraiment... Si on veut faire du commerce en général, c'est qu'on a déjà un peu une fibre à être ouvert, c'est qu'on a déjà envie de parler aux gens, de les rencontrer. Alors voilà, faut se dire qu'on rencontre des humains, c'est comme nous. Voilà, ça peut que bien se passer si on parle déjà de quelque chose qu'on aime. On peut que maîtriser le sujet. D'accord. Alors, Caroline, bonjour. Le slogan de votre bachelor étant « Be distinctive », vaut-il mieux se distinguer avec une passion peu commune, mais qu'on n'est pas sûr de bien présenter, ou un centre d'intérêt fréquent, mais que l'on maîtrise mieux au niveau des explications? J'ai envie de dire les deux. Il faut maîtriser le sujet et parler de ce qu'on aime et de ce qu'on est. Alors je dis effectivement, ce raccourci en disant les deux. Si le candidat a effectivement un attachement fort à ce qu'il est capable de vivre dans sa passion, en étant vrai, en parlant de cela, même s'il n'a pas les techniques théâtrales pour être plus à l'aise, le jury est là pour ressentir qu'effectivement, il a de quoi nous communiquer quelque chose d'authentique. Donc, dans un premier temps, qu'il cherche à être authentique plutôt que de chercher la performance.
Donc on ne s'invente pas une passion juste pour sortir du lot si... Ah non, clairement pas. Si on n'est pas capable après d'en parler. Il faut... Alors, je vais donner un exemple qui m'a marqué parmi les étudiants que j'ai pu croiser. Il y a un étudiant qui est venu, je vais dire comme ça, vu avec la réponse finale après, quasiment déguisé en golfeur, avec sa canne de golf, pour nous parler de sa passion de golf. Le jeu a joué très bien pendant les premières minutes, jusqu'au moment où je l'interroge sur sa connaissance des practices autour de Strasbourg, sur sa connaissance de ce qui peut être le bureau des sports de l'école. Il était sans réponse. Et ce qui s'est déclenché derrière, c'est qu'effectivement, il nous a raconté qu'il avait joué cela parce que dans son contexte, il avait effectivement une bonne connaissance du golf, qui lui permet de parler de ça, mais ce n'était pas son truc. Voilà, c'était pas ce qu'il avait dit. Il faut présenter une passion, ben, j'y vais, j'en présente une, mais elle était jouée. Et à un certain moment, si le jeu est trop perceptible, n'est pas authentique, ben, ça sera plutôt une contre-performance pour le candidat que s'il jouait naturellement, véritablement ce qui le fait vibrer. D'accord, alors justement, ça permet d'enchaîner sur la question suivante de Claire. Mais que faire si nous n'avons aucune passion particulière à présenter au jury? Que faire? Ah, mais vous avez fait quelque chose au moins. Enfin, je ne sais pas, après 18 ans de vie, on a forcément participé à des associations ou fait un sport. Ou... Il y a forcément quelque chose dans la vie qui passionne, la lecture, le cinéma, sortir. Oui, voilà. Voilà, donc on cherche, on trouve quelque chose. Il faut chercher quelque chose qui a pu vous faire vibrer. Il faut oser raconter quelque chose qui... Bah, on est dans le domaine du personnel, mais qui permet justement d'être évalué sur son comportement, sur sa posture. Alors effectivement, tout le monde n'a pas fait un tour du monde à 18 ans pour parler de son tour du monde, mais voilà... Il suffit peut-être de découvrir le village voisin pour avoir envie de parler de ce qui se passe dans l'architecture locale, dans la passion locale. Et puis, les oraux, c'est dans le mois qui vient. On a peut-être des choses à découvrir. On peut raconter qu'on est au début de se passionner pour quelque chose, là aussi. Rester authentique en disant, bah, aujourd'hui, je passe pas 150 heures sur un sujet, mais je commence à découvrir tel et tel sujet. Je viens de m'acheter un appareil photo pour faire de la photo animalière. Bah, voilà, on commence à parler de choses. D'accord. Donc on a forcément quelque chose à dire, c'est l'idée. Bah, si on n'a pas quelque chose à dire, c'est peut-être pas la bonne voie. Après, il faut aussi oser se dire, bah, je veux aller dans un contexte où je dois être capable de parler de quelque chose. Je n'en suis pas capable. Est-ce que c'est vraiment mon histoire d'être manager? Dans le mot manager, il y a le côté relation aux autres, le côté humain important. Et si on a certaines difficultés à se positionner sur l'humain, à 18 ans, ça peut être compréhensible, ça peut se construire, on peut s'acclimater à un certain nombre d'éléments. Peut-être que c'est trop tôt pour cet étudiant de penser futur manager à bac. Alors, Marine voudrait savoir combien d'étudiants vous attendez aux oraux et pour combien de places? Aujourd'hui, les inscriptions aux oraux ne sont pas encore closes. Les derniers chiffres font que nous sommes déjà au même chiffre que l'an dernier, on a dépassé les 300. Donc jusqu'à fin de semaine, nous devrions être dans une petite hausse de 10 à 25% de nos candidats, et ça pour recruter 105 étudiants. Ok. Alors, comment se déroule l'oral en anglais? Question de Manon. C'est l'épreuve d'anglais. Oui, c'est une épreuve d'anglais. On a un texte qu'on étudie, qu'on présente un petit peu, et puis on parle de ce texte, mais pas que, avec l'intervenant. On parle en anglais, bien sûr. Et puis voilà, on est évalué là-dessus. On n'est pas mis sous pression. Il n'y a pas vraiment à être formaté, intro, conclusion. Vraiment, il faut savoir prouver qu'on a compris le texte. Et puis, donc j'avais réagi sur l'aspect oral, c'est l'oral d'anglais, parce que notre entretien sur la passion se passe en français. Oui. Parce qu'il y a d'autres écoles qui font des oraux en anglais aussi dans l'autre contexte. Donc là, on est bien sur la séparation de deux outils d'évaluation à l'oral, l'un linguistique pour l'anglais et l'autre effectivement pour ce qui est du comportement de l'étudiant responsable. D'accord. Alors, question qui, je pense, va intéresser, non pas que les autres ne soient pas intéressants, mais celle-là, je pense qu'elle va particulièrement intéresser ceux qui nous suivent. Comment être sûr qu'on a réussi notre oral? J'imagine que vous ne nous le dites pas en sortant de l'entretien. Comment savoir si c'était bien? Comment s'est passée la sortie de l'oral? Tiens, commençons par là. Est-ce que vous sentiez que... C'est vrai, on le sent à l'intérêt on regarde l'intervenant et on lui parle de sa passion. Forcément, on essaie de communiquer quelque chose. Est-ce qu'on voit cette petite étoile dans le regard? Est-ce qu'on ne la voit pas? Voilà,
on parle de quelque chose qu'on aime. Normalement, si on a vraiment parlé de quelque chose qu'on aime, c'est qu'on a réussi. Après, c'est subjectif, j'ai envie de dire un petit peu quand même. C'est très subjectif, c'est sûr. Vous aviez senti, vous, que ça s'était bien passé? Vous aviez senti l'intérêt du jury? Oui, ah oui, clairement. Hein, oui. Moi, j'ai ramené un petit peu de ma passion. Et puis, bon, tout de suite... Qui était moi, j'ai présenté l'or. C'est quelque chose d'un peu... L'or? L'or. Le métal, l'or? Le métal. D'accord. Vous leur avez apporté de l'or. Vous avez payé, en voilà. fait. Je ne l'aurais pas laissé. Voilà. D'accord. La posture du jury est volontairement bienveillante. Ça fait partie des éléments aussi que nous avons mis en œuvre avec les membres de nos jurys. Nous leur expliquons qu'effectivement, déjà, on n'est pas en train d'évaluer l'étudiant par rapport à tout ce qu'il a pu faire pour les écrits. Le niveau intellectuel, on a donné une barre d'admissibilité pour s'assurer qu'il a le niveau minimal pour continuer dans l'histoire. Et donc sur la passion, on est effectivement sur ce côté, effectivement, à ce que le jury se mette en écoute active de ce que l'autre a envie de dire. Il faut qu'il se sente libre de nous raconter ce qu'il a envie de dire. Donc s'il le fait, si je reprends ces mots d'authenticité, il mettra tous les atouts de son côté. Oui, si on a été soi-même, si on sent qu'on a suscité de l'intérêt, c'est qu'a priori, voilà, ça s'est plutôt pas mal passé. Si on ne s'est pas présenté comme un crocodile qui a les dents longues, comme futur manager, ça va. Non, on attend effectivement des postures qui soient... C'est vrai que je m'étonne, mais on en parle souvent. Ces valeurs qu'évoquait Lisa dès le départ, c'est des éléments, ce sont des clés pour effectivement ressentir pourquoi cette jeune personne, un jeune bachelier, est capable d'avoir des postures qui sont dans la bonne pratique de ces valeurs ou non. Et on sent, j'évoquais le candidat qui a joué un jeu pour nous tromper, c'est pas dans nos valeurs. Un étudiant qui nous raconte comment il a fait du phoning pour arnaquer dans la vente, non, il n'a pas compris où est-ce qu'il est. On ne cherche pas le performant à tout prix, on cherche un être humain qui est capable d'être demain un manager de personnes en responsabilité. D'accord. Alors, de combien de personnes se composent les jurys strasbourgeois? Question de crise. Alors, vous étiez avec combien de jurys? Moi, je crois qu'il y en avait deux. Deux, il y en avait oui. deux. Alors, on est entre 2 et 3, on essaie d'être le plus souvent à 3, avec autant que faire se peut un représentant du monde économique et un représentant académique. Et selon les possibilités, on enrichit à 3 les jurys. D'accord, mais minimum 2. Minimum 2, ah oui, jamais seul. Alors, question de Mathieu, comment se passe la partie de l'entretien où on se présente? Est-ce qu'on se présente directement ou est-ce que les intervenants posent des questions? Comment ça se passe, on se présente, on parle de nous authentiquement. Hein. Oui. Alors, nous on demande au jury vraiment d'inciter le candidat à parler de son projet. Pour ce qui est de dire comment vous vous appelez, d'où vous venez, entre guillemets, on a tout ce qu'il faut dans les documents qui accompagnent l'étudiant. On préfère lui donner du temps à parler de son projet. Mais bon, ce qui se passe, c'est que l'étudiant, on l'accueille. En tant que jury, on dit rapidement qui on est pour qu'il puisse aussi identifier qui est le prof, qui est le représentant de l'entreprise, qui peut être quelqu'un du système de gestion de l'école. Et ça, naturellement, l'étudiant se dit « moi, je suis un tel ». Mais s'il perdait trop de temps à nous refaire son CV, le jury est là pour l'inciter à rebrancher son discours sur la passion. Parce que c'est là-dessus qu'on va entendre quelqu'un de différent. Alors justement, question de Robin. Je compte présenter à l'oral quelque chose de peu commun, mais qui m'est très cher et qui surprendra sûrement le jury. La prise de risque est-elle une bonne idée? Oui, si ça l'est très cher, bien sûr que c'est une bonne idée. Il faut be distinctive, encore une fois, être original, être soi-même. Voilà. Si c'est important pour lui, s'il sait en parler, pas de problème. Puis c'est surprendre, tant que c'est surprendre positivement, j'ai envie de dire. Il est très mystérieux. Tant mieux, parce qu'il gardera sa différence jusqu'au jury. Donc, qu'il y aille. Qu'il y aille, sans souci. Et qu'il maîtrise son sujet. Alors, question de Steph. Qu'est-ce que je dois savoir sur votre école pour réussir l'oral? Donc, les valeurs. Oui, c'est vrai, on l'a en filigrane de tous nos discours.
C'est peut-être de se poser des questions sur son parcours, comment est-ce qu'il voit les choses, est-ce qu'il voit les choses à Bac+3, Bac+5, qui se renseigne auprès des étudiants ce qui se passe dans la vie associative, qui se pose des questions aussi sur ce qu'il va faire peut-être en 3e année, s'il a des envies particulières par rapport à l'un de nos partenaires pour faire un séjour à l'étranger, un semestre ou 2, qu'il se sente concerné, acteur de son parcours. D'accord. Donc notre site est relativement bien documenté pour qu'il puisse aller dans toute la palette des programmes, pour nous construire un projet professionnel, mais alors il n'y a plus grand chose à apprendre dans les cours de développement personnel et pro, mais non, on l'aidera à l'améliorer, mais tout ce qu'il aura fait en amont, que ce soit par rapport à notre oral, il l'aura fait par rapport à la clarification de son projet. Et je ne peux qu'inciter tous nos candidats à se poser cette question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Et d'oser se poser des questions paradoxales. Voilà, 3e année, je veux aller en Floride, mais voilà, peut-être que je ne serai pas admis. Qu'est-ce que je fais à la place? Je veux faire un Bac+5, mais tiens, est-ce que je ne chercherai pas à m'insérer professionnellement à Bac+3? Donc des questions comme celle-là, il peut se les poser dès maintenant. Ok. Alors, question de A, encore. Voilà. Faut-il préparer une documentation relative à sa passion ou suffit-il d'être suffisamment passionné pour pouvoir répondre aux questions qui seront posées? On peut présenter un petit PowerPoint, mais bon, essayez d'être encore un peu original. Si vous aimez danser, vous venez avec une petite chorégraphie, pas quelque chose de 3 heures, mais un petit truc. Voilà, si vous faites du golf, vous venez avec le club de golf. On a le droit au support, on a le droit aux accessoires. On a le droit au support, mais attention au piège d'être enfermé par son support. Oui. C'est... Alors, le support, on tient sur une présentation d'une dizaine de minutes, 15 minutes, suivant la passion et l'importance de ce qu'on veut passer pendant le jury. Mais si on a 50 dias à passer, 50 vues à passer, on n'a faire que du chronomètre et se dépêcher de tout passer. On n'aura pas le moyen de laisser du temps au candidat de s'exprimer. Le support, il doit être une aide. Ça peut être un aide-mémoire, ça peut être un élément graphique qui permet de mieux faire comprendre ce qui se passe dans la passion de notre candidat. Mais c'est le candidat qui nous raconte l'histoire, ce n'est pas le PowerPoint. Oui, si on n'a pas besoin de support, on vient sans. Voilà. C'est aussi possible. Alors, question de Marie. Dans le document à remplir pour l'oral, la partie « Les expériences que vous aimeriez vivre » concerne uniquement l'école et le management? Non, bien sûr plus large. Bien sûr que non. Tout ce que vous voulez faire, si vous voulez faire du saut à l'élastique, vous le mettez. C'est ça, ça peut être faire un tour du monde, ça peut être exactement, ce genre de projet. Ça fait partie de la personnalité de l'étudiant, c'est important. D'accord. Alors, comment ne pas stresser lors de l'oral? Question de Pipou. On fait comme nous? Déjà, il faut venir à l'EM. Non, mais parce que, bon, déjà, les admissibles, ils nous mettent en confiance, on a bien mangé, on a bien bu. Voilà, on arrive, on a été préparé, on sait de quoi on parle, pourquoi stresser. Voilà, vous respirez un grand coup et puis voilà, ils ne vont pas vous tuer. De toute façon, on se prépare bien pour se sentir à l'aise. Oui, voilà, il faut être préparé, il ne faut pas venir comme ça. Et voilà. Il y a des gens doués en improvisation, mais allez. C'est déconseillé. Il y a des limites quand même. Voilà, c'est les limites, ce sont les talents de la personne et de ce qu'elle vit tous les jours. Donc on se prépare, on se détend et on... Voilà, et s'il y a un peu de stress, un peu d'émotion, ça fait partie aussi de la vérité. Oui. Ça peut être moteur aussi. Nous prenons plaisir à dialoguer ensemble, mais c'est sûr, il y a toujours un contexte. Voilà, ils vont découvrir ces candidats, leur jury, ils vont découvrir l'école. Tous ces éléments-là sont forcément des contraintes au naturel, mais voilà, le naturel viendra. Alors, quelle tenue vestimentaire est appréciée lors de l'oral? C'est Kama qui vous pose cette question. Venez peut-être pas en tongs quand même. Voilà, quoi, ça dépend de la passion. Bon, après, oui, c'est vrai, si on aime bien partir en vacances. Mais voilà, faut venir un petit peu, faut respecter la personne. On vient quand même habiller un minimum correctement pour voilà, montrer qu'on respecte son interlocuteur. Après, c'est pas la peine non plus forcément de venir en costard cravate si vous vous sentez pas à l'aise dedans. Mettez quelque chose, un vêtement où on se sent à l'aise dedans. Voilà. D'accord, on se déguise pas quoi. Non, sauf si on veut présenter une passion en rapport avec ça. On se déguise pas en étudiant d'école de commerce. Voilà, ah oui.
Et pourtant, chaque année, on a l'un de notre étudiant qui commence à avoir des vapeurs et à avoir un peu trop chaud. Et, voilà, et quand lui, il fait allez, tombez votre veste, parce que sinon, on ne va pas pouvoir mener l'entretien. Alors, question de Léo. Je suis passionnée par l'activité de vidéaste sur des plateformes de partage de vidéos, exemple YouTube, et j'aimerais beaucoup la pratiquer dans les années à venir. Est-ce que je peux développer cela dans le cadre du bachelor? Ouais, plusieurs pistes bien là. sûr. Oui, déjà on a le bureau du multimédia. Oui, On a, voilà. Alors ça me fait penser à la vie associative, on a parlé de la structure associative du bachelor, mais nous sommes aussi en lien avec l'ensemble des associations de l'école, dont toute l'activité associative du programme Grande École aussi. Donc il y a effectivement le bureau des arts, tout un ensemble d'éléments associatifs qui lui permettent d'accueillir sa passion de vidéaste. Il pourrait réussir à fédérer autour de lui d'autres bachelors pour en faire un projet de deuxième année et mener son projet de deuxième année. Si c'est un projet que j'ai envie de qualifier d'entrepreneurial, il peut très bien utiliser son temps de stage pour développer l'activité entrepreneuriale autour de cette activité de vidéaste. Il y a plusieurs pistes comme celle-là. On a essayé de structurer un ensemble d'éléments qui facilitent l'étudiant dans son contexte de projet entrepreneurial. On a une ruche qui sert à pré-incuber des projets comme ceux-là. On a nos propres parcours, et en particulier un bachelor, pour que des périodes puissent être favorables à l'émergence de projets entrepreneuriaux. Fin du mois, on a 3 projets d'entreprise qui vont passer au concours d'Entreprendre pour apprendre, qui sont issus du bachelor affaires internationales. Et pourquoi pas découvrir avec ce candidat son projet vidéaste qui sera peut-être... Alors, j'extrapole, en entendant la question, je pense effectivement à un projet plus entrepreneurial que simplement une passion, un hobby. Et voilà, donc ça peut être effectivement des choses comme celle-là. Il verra sur les réseaux sociaux qu'on a, parmi ces mini-entreprises qui sont en train de se mettre en place, l'une d'entre elles qui a monté une plateforme d'échange vestimentaire à but humanitaire, par exemple. Alors, comment sont les locaux? Question de Serge. Alors, on a la chance d'avoir des locaux qui sont assez sympathiques avec, alors c'est les briques rouges. C'est très caractéristique, vraiment, oui. De la région. Non, pas vraiment. D'une architecture qui a effectivement, qui a donné une identité qu'on retrouve stylisée dans le E et le M du logo. Et on y est bien, et en même temps, on se dit qu'il faut encore lui apporter un cachet supplémentaire. Et à partir de janvier 2016, un grand chantier va émerger entre nos locaux pour avoir encore un accueil plus convivial et plus ouvert encore à l'évolution de notre campus. Ok, alors le réseau d'anciens élèves fonctionne-t-il bien? Question d'Anis. Alors il fonctionne bien, alors je ne sais pas si vous l'avez repéré. Oui, le réseau alumni, oui. Alors les alumni, c'est les alumni de l'ensemble des diplômés de l'école. Alors plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui ont été diplômés de l'histoire de l'école. Mais cette année, l'un des projets de bachelor deuxième année a été d'organiser les after-work de cette association. Et ça a été par la pratique le moyen de mettre en relation nos étudiants du bachelor avec l'ensemble de ce grand volume d'alumni qu'on a à travers le monde et dans l'organisation de ces after-work. Donc il fonctionne. Alors, nous sommes un jeune bachelor à Strasbourg, mais je vois que nos bachelors sont déjà très impliqués dans la vie des alumni. D'accord. Alors, avez-vous de beaux exemples de réussite issus de votre école? Question de Boucris. Alors, je le disais auparavant, quand on n'a qu'un étudiant sur 5 et que les promotions quand je suis arrivé étaient de 40 mais aujourd'hui de 100, ça fait très peu d'étudiants qui sont dans la réussite professionnelle. J'ai repéré que chaque année, il y avait 1 ou 2 créateurs d'entreprises dans l'histoire. Alors que ça soit sur... l'un d'entre eux, c'était sur le monde du vélo électrique et du déplacement vélo électrique. Il a développé un centre commercial sur Strasbourg sur le sujet. Un autre a développé une plateforme liée à la professionnalisation de stages qu'il a basée à New York, si je ne me trompe pas, si je ne mélange pas de projet. Donc on a quelques exemples sympathiques d'expérience. Une étudiante qui, à l'issue du bachelor, est rentrée dans une structure qui a pour... Alors, je suis en train de chercher le nom. Ses premiers clients sont les centrales d'achat des grandes surfaces et elle porte différentes marques. Elle est chef produit pour différentes marques et elle a aujourd'hui la gestion de la région, la couronne parisienne, de l'ensemble de ces centrales d'achat. Donc tous ces éléments-là me font dire, comme je disais auparavant, nos étudiants à Bac+3,
ils ont des expériences professionnelles à démarrer dès ce moment-là. Et il y a des petites choses, des petits indicateurs aujourd'hui sur ces quelques exemples qui me font dire, osez-le. Passez la frontière peut-être en Allemagne pour voir comment beaucoup d'étudiants à Bac+3 en Allemagne ou en Angleterre démarrent dans leur vie professionnelle à ce niveau-là. Le marché français n'est pas encore tout à fait à la hauteur de ça. D'accord. Alors il y a un petit, c'est pas une question, c'est un commentaire de Sabine qui est « Vous me donnez envie de venir dans votre école ». Voilà, donc ce sera le mot de la fin puisque les 3/4 d'heure sont écoulés. Donc qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sabine ou aux autres pour conclure? Embarquez-vous pour l'EM Strasbourg. En disant embarquez-vous, je déflore un petit peu quelque chose. Ceux qui n'ont pas compris viendront nous voir pour les oraux pour comprendre pourquoi je les invite à nous rejoindre en s'embarquant. Voilà, qui viennent surtout à l'oral et puis qui ne stressent pas. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Les rencontres se poursuivent avec Novantia, que nous retrouverons dans quelques instants, à 18h précisément. Merci. Merci. Merci.